Bonjour mes chers élèves de 6e 9 et de 6e 3, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau chapitre de géographie, à savoir les littoraux. Chapitre pour lequel je vous ai envoyé un certain nombre de polycopes qui expliquent ce qu'est un littoral et des polycopes sur une étude de cas précise, la ville de Venise qui se situe sur un littoral très particulier, à savoir une lagune. Reprenons depuis le début. Qu'est-ce qu'un littoral ? Je vous ai transmis ce schéma qui montre ce qu'est un littoral. Attention, beaucoup de personnes font une erreur, c'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que le littoral désigne uniquement la côte. Autrement dit, l'endroit où l'eau, la mer ou l'océan, est en contact avec la terre. Cette partie n'est qu'une partie d'un littoral qu'on appelle la côte. En fait, un littoral est une partie, un espace beaucoup plus large qui comprend donc la côte, le lieu où l'eau est en contact avec la terre, plus l'avant-pays marin, c'est-à-dire quelques kilomètres de mer ou d'océan avant la côte, et le littoral comporte une troisième partie, ce qu'on appelle l'arrière-pays continental, une centaine de kilomètres de terre après la côte. Donc, ce qu'on appelle le littoral, c'est un espace assez large qui comprend une petite partie de mer ou d'océan, qui comprend la côte et qui comprend une centaine de kilomètres après la côte. Voilà ce que nous appelons un littoral. 1, 2, 3 parties. Alors, pourquoi en géographie l'étude des littoraux est aussi importante? Eh bien, je vous l'ai expliqué dans les polycopes que je vous ai envoyés pour une raison toute simple, c'est que 73% de la population du monde habite sur les littoraux ou à proximité, c'est-à-dire proche des littoraux. 73%. Cela veut dire que sur 100 habitants de la planète, eh bien 73 habitent sur les littoraux ou un peu après les littoraux. C'est pourquoi l'étude des littoraux est très importante en géographie. Regardons une petite carte pour illustrer cela. Une carte du monde qui montre la répartition de la population. Et si l'on regarde cette carte de plus près, une chose saute aux yeux, et bien justement le fait que 73% des habitants de la planète vivent sur les littoraux ou à proximité des littoraux. Les petits points rouges, alors en fait ce sont de petits points rouges, je ne sais pas si vous voyez bien, les petits points rouges désignent les espaces les plus peuplés sur la planète. Eh bien, partout sur les continents, on se rend compte que les espaces les plus peuplés sur la planète sont les littoraux ou les espaces à proximité des littoraux. C'est valable pour tous les continents. Regardez, je répète, les petits points rouges montrent les zones les plus peuplées du monde, donc à chaque fois sur les littoraux ou à proximité des littoraux. Et on constate, au contraire, que l'intérieur des continents sont les espaces les moins peuplés. Donc, c'est pour cette raison que l'étude des littoraux est aussi importante en géographie. Importante parce que, je répète, les 3/4 de la population mondiale vit sur les littoraux. Je répète, un littoral, 3 parties. Une partie de mer avant la côte et une centaine de kilomètres après la côte. Alors, un littoral peut présenter différents visages. C'est ce que nous allons voir maintenant.
Alors, euh, un littoral peut être constitué d'une côte qu'on appelle une falaise. C'est ce que vous voyez ici. Là, nous avons bien la côte, le lieu où la mer ou l'océan entre en contact avec la terre ou le sable. Premier visage possible d'une côte, une falaise. Voyons que l'eau, par un phénomène d'érosion, a grignoté la côte avec des falaises abruptes. La côte peut prendre aussi la forme de plage et de dune. La côte, l'endroit où la mer ou l'océan entre en contact avec la terre, peut prendre le visage d'une plage, de dunes de sable. La côte peut prendre le visage également d'une lagune, et cela va nous intéresser dans le cas de Venise. Une lagune étant, comme je vous l'ai précisé dans les polycopes, une espèce de petite mer intérieure séparée de la mer ou de l'océan par une bande de terre qu'on appelle un cordon littoral, mais cette petite mer intérieure est reliée à la mer ou à l'océan par une entrée qu'on appelle une bouche. Donc la côte peut prendre le visage ou l'aspect d'une lagune. La côte peut également prendre la forme d'un estuaire, c'est-à-dire l'embouchure d'un fleuve, l'endroit où un fleuve se jette dans la mer. Une côte peut prendre le visage d'un delta, l'embouchure d'un fleuve, toujours l'embouchure d'un fleuve, mais un fleuve qui, lorsqu'il se jette dans la mer, se divise en plusieurs parties. La côte peut prendre aussi le visage de marais, et dans ce cas-là, nous parlons de marais littoraux. Nous avons ici la mer, et puis à l'intérieur des terres, des marais, de l'eau stagnante, mais qui n'est pas reliée à la mer. La côte peut prendre aussi le visage d'une crique, ou d'une calanque, ou d'une baie. C'est à peu près la même chose. Ça veut dire que la côte va s'enfoncer un petit peu dans les terres, voilà, pour faire une zone un petit peu protégée. Vous voyez comme la côte s'enfonce dans les terres, avec cette partie protégée. La côte peut également prendre ce visage. Nous avons ici une station balnéaire. Alors une station balnéaire, c'est une grande station touristique aménagée directement sur la côte, avec des immeubles qui ne sont en fait que des studios que les touristes louent durant l'été, avec un port de plaisance, avec des plages où les touristes se baignent. Donc la côte peut prendre ce visage, un visage cette fois-ci non pas naturel mais aménagé par l'homme. La côte peut prendre aussi le visage d'un port de plaisance. Alors un port de plaisance, c'est généralement un petit port où stationnent de petits voiliers, de petits voiliers qui appartiennent à des particuliers, à des touristes. Vous voyez, petit port de plaisance. La côte peut prendre aussi le visage d'un port de pêche, autrement dit un petit port, mais cette fois-ci où vont stationner des bateaux de pêcheurs. La côte peut prendre aussi le visage d'un port de commerce qu'on appelle un port de commerce mondial, c'est-à-dire un port gigantesque. Il existe dans le monde des ports absolument gigantesques. Nous avons ici le port, une partie du port de Rotterdam, le premier port européen, sur la côte de la mer du Nord. Vous voyez comme ce port est absolument gigantesque, avec des installations très importantes pour décharger les porte-conteneurs. Vous voyez ici des porte-conteneurs, ici les portiques, ces immenses grues qui vont décharger les conteneurs, qui vont les stocker sur les quais avant que ces conteneurs ne soient transportés à l'intérieur des continents. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez en savoir plus, j'ai posté une vidéo sur ce sujet pour mes quatrièmes. La côte peut prendre aussi le visage d'un chantier naval, autrement dit un lieu où l'on construit des bateaux
y compris les plus grands bateaux du monde, comme les paquebots de croisière, hein, eh bien les chantiers navals, ces lieux où on fabrique ces bateaux, sont évidemment toujours situés sur les côtes, pour une raison toute simple, c'est que dès que le bateau est construit, il faut pouvoir le mettre à l'eau tout de suite. Donc, si on résume, un littoral est un espace assez large, une petite partie de mer ou d'océan, la côte, et une centaine de kilomètres de terre après la côte. Comme nous venons de le voir, la côte, elle peut se présenter de différentes manières, falaises, criques, ports de commerce, ports de plaisance, stations balnéaires, etc., etc. Et, autre idée importante, 73% des habitants de la planète, eh bien, habitent sur les littoraux. La question pourquoi est importante, mais nous connaissons la réponse, nous en avons suffisamment parlé. Pourquoi 73% de la population mondiale habite sur les littoraux ou proche des littoraux? Eh bien tout simplement parce que l'accès à la mer procure énormément d'avantages. L'accès à la mer permet de faire du commerce maritime, hein, et rendez-vous compte, aujourd'hui 80% des marchandises transportées d'un continent à un autre, eh bien, sont transportées par bateau. Donc l'accès à la mer est très important. L'accès à la mer permet de développer une activité touristique très importante, donne des possibilités également pour pêcher, etc., etc. Alors, notre étude de cas, autrement dit l'étude de notre exemple, enfin d'un exemple précis, la ville de Venise. Venise, une ville côtière au milieu d'une lagune. Alors je répète, une lagune, c'est comme une petite mer intérieure, voilà, qui se situe après la mer ou l'océan, mais qui est pratiquement fermée, qui est pratiquement séparée de la mer ou de l'océan, mais avec cependant quelques entrées que nous appelons des bouches. Cela veut dire que l'eau de la lagune est de l'eau salée, puisque par ses entrées, ses bouches, hein, eh bien, rentre de l'eau salée. Eh bien, la ville de Venise a été construite au milieu d'une lagune. Regardons ça de plus près. Alors, nous allons faire un zoom. Voilà comment se présente d'abord la lagune de Venise. Lagune de Venise ici. Alors, nous avons ici la mer Adriatique. Nous avons ici la lagune de Venise. Hein, vous avez ici la ville de Venise au milieu de cette lagune, la lagune de Venise. Et cette lagune est séparée de la mer Adriatique, mais pas complètement, puisque 3 entrées, 3 bouches permettent la circulation de l'eau dans les deux sens. Alors, avant, peut-être une petite chose importante, situer la ville de Venise, hein, je vous ai dit en géographie, lorsque l'on étudie un lieu, un espace, la première chose à faire est de situer cet espace à différentes échelles. Donc la ville de Venise, à l'échelle mondiale, se situe sur le continent européen, plus précisément à l'ouest du continent européen, plus précisément en Italie, plus précisément encore au nord-est de l'Italie, sur le littoral de la mer Adriatique. La mer Adriatique étant une partie de la mer Méditerranée. Revenons donc à notre lagune de Venise. Donc voici comment elle se présente. Ici la mer Adriatique, ici la lagune de Venise, cette mer intérieure presque fermée, avec 3 entrées, 3 bouches, qui permettent, alors ces entrées permettent la circulation des bateaux et la circulation de l'eau. Hein. L'eau salée de la mer Adriatique rentre dans la lagune et l'eau ensuite en ressort. Et nous avons au milieu de la lagune la ville de Venise. Regardons
ce schéma qui reprend la même chose, mais peut-être de façon plus claire. Donc notre lagune de Venise, la ville de Venise au milieu, que nous avons ici, la mer Adriatique, les 3 entrées, les 3 bouches. Alors, déjà une première chose très étonnante, nous avons ici une photo aérienne de la ville de Venise, qui est au milieu de la lagune, qui est donc une ville côtière. Lorsque nous regardons cette photographie aérienne, nous avons vraiment l'impression que la ville de Venise flotte au milieu de la lagune, comme flotterait un bateau. En fait, ce n'est pas le cas. La ville de Venise a été construite au début du Moyen-Âge à cet endroit où il y avait de toutes petites îles de sable et de boue. À cet endroit-là. En fait, il y avait plusieurs petites îles de sable et de boue. Et à l'époque, les bâtisseurs de la ville de Venise, sur ces petites îles de sable et de boue, ils ont planté énormément de pieux, comme des grosses poutres, verticalement, pour faire un sol stable, sur lesquels ils ont construit donc des maisons. Et comme la ville de Venise a été construite sur plusieurs petites îles de sable, renforcées donc par ces pieux, eh bien, certaines parties de la ville de Venise sont séparées par des canaux où circule de l'eau. Évidemment, il y a des ponts pour rejoindre les différentes parties de la ville de Venise. Donc un site absolument magnifique, très original, une ville presque au niveau de l'eau qui a l'air de flotter, mais en fait qui ne flotte pas au milieu d'une belle lagune. Mais plusieurs problèmes se posent. La ville de Venise, telle qu'elle a été construite, eh bien, elle est presque au niveau de l'eau de la lagune. Elle n'est pas surélevée par rapport à l'eau de la lagune. Deuxième problème, cette ville a été construite très longtemps, donc sur de petites îles de sable renforcées par des pieux qu'on a plantés dans les petites îles de sable. Eh bien, comme cette construction est très ancienne, chaque année, la ville de Venise, elle s'enfonce un petit peu sous le poids des maisons. La ville de Venise s'enfonce, et comme la ville de Venise est presque juste au niveau de l'eau de la lagune, eh bien, cela va poser un problème. Ce problème, il est tout simple, c'est un problème d'inondation. Régulièrement, la ville de Venise est inondée parce qu'elle s'enfonce, elle est juste au niveau de l'eau de la lagune. Et puis, une autre chose va considérablement aggraver les choses, c'est que la mer Adriatique connaît, à certains moments, de petites marées. Cela veut dire qu'à certains moments de l'année, le niveau de l'eau de la mer Adriatique monte. Mais comme la mer Adriatique est reliée à la lagune par 3 entrées, lorsque le niveau de l'eau de la mer Adriatique monte, eh bien automatiquement, le niveau de l'eau de la lagune monte aussi. Et comme la ville de Venise est presque au même niveau que l'eau, lorsque le niveau d'eau monte, eh bien la ville de Venise est littéralement inondée. Et en fait, elle est inondée de plus en plus souvent. Évidemment, cela pose un gros problème. Regardons ça en image. Ce problème d'inondation de la ville de Venise. Alors, retrouvons la vidéo. La subsidence est l'affaissement du niveau des sols, environ 4 cm par siècle en moyenne dans la lagune, sauf au siècle dernier. Alors, on voit déjà que la ville de Venise, comme je vous l'ai dit, est presque au niveau de l'eau de la lagune, pas tellement surélevée. En pompant directement dans les nappes phréatiques souterraines, entre les années 30 et 70 pour ses besoins en eau de refroidissement, l'industrie de Marghera a causé un affaissement supplémentaire de 8 cm des sols. Vous voyez comme au fil des années et des décennies, cette ville qui repose sur de petites îles de sable renforcées par des pieux, eh bien s'enfonce.
Voilà ces fameuses inondations dont je vous ai parlé, de plus en plus fréquentes, hein, dans les rues de la ville de Venise, sur les places de la ville de Venise. Des inondations de plus en plus fréquentes. Les crues de plus de 1,10 m étaient très Alors une crue, c'est lorsque le niveau de l'eau monte. exceptionnelles jusqu'au milieu du siècle dernier. Vous voyez, des scènes que l'on voit de plus en plus à Venise. La ville est inondée. Dans les années 1990 et déjà plus d'une trentaine depuis le début de notre décennie. Le 4 novembre 1966, une marée exceptionnelle atteint 194 cm. Pendant 24 heures, Venise est complètement inondée. Tout ça pour dire que ces inondations ne sont pas nouvelles, mais elles s'aggravent. Alors, revenons à notre polycope. Donc, Venise, magnifique ville au centre de la lagune, qui semble comme flotter sur la lagune, mais en fait ce n'est pas le cas. Une ville de plus en plus inondée, d'abord parce qu'elle est construite presque au niveau de l'eau de la lagune, parce que la ville s'enfonce, et surtout parce que quand le niveau de l'eau de la mer Adriatique monte, eh bien le niveau de la lagune monte, ce qui inonde la ville. Face à cela, les autorités italiennes ont essayé de trouver une idée. L'idée est toute simple. Et en fait, cette idée a donné naissance au projet Moïse. Voici l'idée. Lorsque la mer Adriatique connaît une marée, autrement dit, lorsque le niveau de l'eau de la mer Adriatique monte, eh bien l'idée c'est de fermer ces trois bouches, ces trois entrées, pour éviter que le niveau de l'eau de la lagune ne monte aussi. Plus facile à dire qu'à faire, parce que ces trois bouches, ces trois entrées qui relient la mer Adriatique à la lagune, sur cette carte elles ont l'air petites, en fait dans la réalité elles sont très larges. Comment faire pour fermer ces trois entrées, ces trois bouches, lorsque la mer Adriatique connaît des marées? Eh bien, c'est l'objet du projet Moïse qui a déjà commencé, qui n'est pas totalement terminé. Voici le principe que nous allons voir en image tout à l'heure. Donc, nous avons ici de ce côté la mer Adriatique, de ce côté la lagune de Venise, le niveau de l'eau. Un niveau d'eau normal, la mer Adriatique ne connaît pas de marée, et au fond de l'eau, au niveau des trois bouches, des trois entrées, nous avons une digue qui pour l'instant est fermée. Lorsque la mer Adriatique connaît une marée, autrement dit lorsque le niveau de l'eau augmente, eh bien le principe c'est de fermer ces digues qui vont remonter à la surface. Et regardez, lorsque ces digues sont remontées, eh bien le niveau de l'eau du côté de la mer Adriatique est plus élevé que le niveau de l'eau du côté de la lagune. Ce qui est censé empêcher l'inondation de la ville de Venise. Regardons ça en image. Et après, nous nous poserons la question, est-ce la bonne solution? Alors, je vais caler ma vidéo. Alors, vous allez me faire redémarrer. Dont le port Grand Port Gazio regroupe les 30 lui aussi, le rehaussement des quais de la place Voilà. Saint-Marc. Regardez. Mais tout ces Donc le principe, c'est de fermer ces trois bouches, hein, lorsque le niveau d'eau de la mer Adriatique monte, avec des digues au fond de l'eau, au niveau des bouches, et des digues que l'on remonte. travaux ne sont qu'un prélude au grand ouvrage, le chantier Moïse. Dans la bouche du Lido, la plus grande des trois, il a édifié une île artificielle de 16 hectares, au beau milieu de la passe, pour relier les deux berges. 20 mètres de hauteur, 18 à 30 mètres de long, 3 à 5 mètres d'épaisseur. Vous voyez, quand il n'y a pas de marée de la mer Adriatique, les digues restent au fond de l'eau, au niveau des entrées.
Voilà. Lorsque la mer Adriatique connaît une marée et voit son niveau d'eau monter, eh bien, on fait remonter ces digues, hein, et ainsi, le niveau de l'eau qui a augmenté côté mer Adriatique, eh bien, n'a pas augmenté du côté de la lagune. Ainsi, Venise est préservée des inondations. Comprimé et ce relèvement pour isoler la lagune de la mer Adriatique. Coût total estimé à 4 milliards et 200 millions d'euros. Reste une question. Moïse sera-t-il efficace s'il doit isoler la lagune de la mer? Alors, concernant ce projet, qui est presque achevé, mais pas totalement achevé, pas totalement terminé, il a montré une certaine efficacité. Cependant, étant donné que les marées de la mer Adriatique sont de plus en plus importantes, eh bien, on se demande si ces digues, dans quelques années, seront suffisamment hautes, hein, pour fermer ces trois bouches, ces trois entrées. Autre problème, ce chantier a coûté beaucoup plus cher que prévu et il existe un autre problème, étant donné que ces marées sont de plus en plus fréquentes, eh bien, on est obligé de fermer les trois bouches avec ces digues de plus en plus souvent. Ça pose plusieurs problèmes importants. Si les trois entrées et les trois bouches sont fermées de plus en plus souvent, eh bien, les bateaux ne pourront plus passer. Et puis, il y a un autre problème. Si ces trois bouches sont fermées de plus en plus souvent, eh bien, il n'y aura plus d'échange d'eau entre la mer Adriatique et la lagune. Parce que, évidemment, entre la lagune et la mer Adriatique, l'eau circule, fait un va-et-vient, ce qui permet de renouveler l'eau de la lagune. Hein? Si les trois bouches sont tout le temps fermées, eh bien, l'eau de la lagune ne sera plus renouvelée, elle deviendra croupie et insalubre. Autre problème qui se pose dans la ville de Venise, l'afflux touristique. Évidemment, une ville mondialement connue, une ville magnifique qui attire des millions de touristes chaque année. Eh bien, cet afflux de touristes crée un certain nombre de problèmes. D'abord, problème pour les habitants de la ville de Venise, qui, tout au long de l'année, ont l'impression que leur ville n'est plus leur ville. Il y a tellement de touristes dans les rues qu'il y a de véritables embouteillages dans les rues. Donc toute l'année, ils ont l'impression d'être en quelque sorte envahis par les touristes, de ne plus pouvoir circuler dans leur ville. Et puis, autre problème, beaucoup de ces touristes arrivent dans la ville de Venise par paquebot. D'immenses paquebots rentrent par les bouches et viennent accoster directement sur les quais de la ville de Venise. Nous allons voir des images stupéfiantes, hein, avec d'immenses paquebots qui accostent sur les quais de la ville de Venise, et du coup ces paquebots sont beaucoup plus hauts que les constructions. Alors quel est le problème? Eh bien le problème c'est que ces gigantesques paquebots ont d'immenses hélices, ce qui va créer de gigantesques tourbillons dans l'eau, et cela va fragiliser, hein, ces petites îles de sable sur lesquelles sont construites la ville de Venise. Donc ces immenses paquebots avec leurs hélices, hein, eh bien, vont accentuer cet affaissement de la ville de Venise. Regardons ça en images. Nous terminerons là-dessus. Alors, il va falloir que je remette encore la vidéo. Voilà. Regardez, regardez, ces immenses paquebots qui viennent accoster sur les quais de Venise, et en fait avec leurs hélices, ça forme de très puissants tourbillons qui vont fragiliser les fondations même de la ville de Venise. Vous voyez la hauteur de ces paquebots par rapport à la hauteur des constructions de la ville. Et donc c'est un balai, un va-et-vient de paquebots tout au long de l'année. Quelle conclusion de tout cela? Eh bien, première conclusion, une lagune, hein, qui est
une petite mer intérieure reliée à une mer ou un océan par des entrées, c'est d'abord un milieu fragile. Deuxième chose, la ville de Venise, une ville tout à fait particulière, une ville magnifique qui semble comme flotter au milieu de la lagune, reçoit des millions de touristes chaque année. Et cet afflux de touristes va fragiliser encore plus les fondations de cette ville. Autre enseignement, l'homme est capable, par des aménagements pharaoniques très importants, est capable de tenter de résoudre certains problèmes, notamment avec ces digues au niveau des trois bouches, ces digues sous l'eau qu'on est capable de remonter pour fermer la lagune. Donc un littoral, c'est un espace très attractif, ici le tourisme, mais c'est aussi un espace fragile et qu'il faut préserver. Bien, mes chers élèves de 6e 9 et de 6e 3, je vais vous laisser pour aujourd'hui les gestes d'usage. Au revoir à Dédé la grenouille, qui d'ailleurs a d'ores et déjà mis un masque par précaution. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous souhaite une bonne journée.